Nous en venons maintenant aux questions-réponses. Monsieur Vandenberg, ne partez pas. Je vais demander à tous les orateurs de ce matin de me rejoindre ici. Et on va passer donc les micros à ceux qui le souhaitent. Vous les avez allumés Voilà. Vous rapprochez comme ça, on peut partager la lumière, mais c'est tout ce que je peux faire. Plus loin, il est coincé au sol. Voilà. Merci à tous pour vos interventions. J'ai une question pour Monsieur Stockin. Dans les clés que vous aviez proposées pour que l'on puisse contrôler et maintenir, contrôler les conséquences du vieillissement et maintenir la croissance des finances publiques, moi je me demande concrètement qu'est-ce que, quand je rencontre, je ne sais pas, un ministre des Finances ou le ministre de l'Emploi demain, qu'est-ce que je peux lui proposer concrètement comme mesure pour contrôler les conséquences du vieillissement et en même temps maintenir la croissance des finances publiques, parce que tout ce qui vient d'être dit, c'est bien juste, mais il faut les financer, et moi je ne sais pas comment. Je pense que la personne, mon voisin de gauche ou de droite pour vous, a donné quelques éléments justement pour cet enjeu de finances publiques. Maintenant, il y a un élément clair, c'est qu'en termes de finances publiques, le fait d'avoir un taux d'emploi plus faible pour les personnes de plus de 45 ans ou 50 ans, peu importe, fait nécessairement, mathématiquement, une diminution de recettes pour les finances publiques, la sécurité sociale, si on prend dans un même paquet l'État et la sécurité sociale. Donc il y a un élément clair de ce niveau-là. Et donc, une solution, c'est celle qui est très rapidement mise en évidence tout à l'heure et qui est utilisée en Allemagne, c'est l'immigration. C'est-à-dire que le coût des jeunes n'existe pas, puisque les personnes arrivent à un âge où ils ont coûté à l'État pendant un certain nombre d'années. Ils arrivent et ils travaillent, ils contribuent à force de travail, ils payent des cotisations sociales, ils payent des impôts, ce qui permet de compenser un élément. C'est un élément mathématique, et ce qui est assez étonnant, c'est que justement il y a des forces conservatrices anti-immigration qui en même temps sont pour ce type de solution. Donc on voit des contradictions internes du système. Mais mathématiquement, c'est clair qu'il y a là une piste que de nombreuses forces politiques internationales ont mis en évidence en disant que la solution pour l'Europe, c'est celle-là. Et on passera nécessairement par cette solution. Donc ça, c'est un élément parmi d'autres. Mais bon, l'élément de finances publiques est un élément qui mérite des longs développements, mais mon voisin, encore une fois, vient de donner certains éléments également. Donc je ne peux pas les répéter ceux qu'il a donnés, je vous en donne une autre, mais qui ne sont pas contradictoires. Une autre question? Oui, ici. Oui, bonjour. Une question à Monsieur Van Notberg. Vous avez dit qu'en Belgique, la productivité horaire baisse après 50 ans, mais que ça n'est pas le cas dans d'autres pays. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ça n'est pas le cas dans d'autres pays, pour qu'éventuellement on puisse s'en servir comme expérience? Écoutez, je dois retourner à l'ordinateur et vous dire que, par exemple, en Suède, l'effort de formation continue est beaucoup plus massif et beaucoup plus développé. Il n'y a pas ce degré de jeunisme qui est vraiment hallucinant en Belgique en matière de formation continue. Là, en Belgique, la formation continue, je vous l'ai dit, elle s'arrête à 40 ans. Alors maintenant, peut-être que tout est dans tout, c'est-à-dire que on va vous dire pourquoi est-ce qu'on fait peu de formation continue après 40 ans en Belgique. Parce qu'historiquement, ça a même été encouragé institutionnellement, les horizons de travail étaient relativement courts en Belgique. Alors la question
question, c'est est-ce qu'il suffit de relever l'horizon pour que mécaniquement la culture interne des entreprises, notamment en matière de formation, change et qu'on se mette à... moi, j'ai toujours tendance à penser que dans un milieu logique, il faut se méfier des automatismes. Je pense que nulle part, en fait, il y a de vrais ajustements automatiques. Il y a toujours un peu d'ingénierie sociale. Et donc, il faudrait que les partenaires sociaux, les pouvoirs publics se mobilisent sur cette question. Ça ne va pas se faire aussi automatiquement qu'on le croit, ou ça va se faire, mais ça va se faire de façon inégale. Et comme dans Calimero, c'est tous des petits qui vont rester sur le côté. Donc, les entreprises moins organisées, moins structurées, les secteurs moins structurés, risquent d'être ceux où l'effort de formation ne suivra pas. Bonjour. À ma connaissance, il y a une formation qui est prévue par un médecin coordinateur en maison de repos régulièrement. Mais le régulièrement, il s'écrit en petit ou il s'écrit en grand selon le bon vouloir ou l'oubli ou la présence de la personne qui doit le faire. Ça, c'est une première chose. Alors, une seconde chose, quand on reprend le problème pratique au niveau de l'âge dont on parle ici, il y a, je dirais, une façon d'écarter les personnes plus âgées de la pratique en tant qu'infirmière ou en tant qu'aide-soignant du nombre de personnel au niveau des résidences pour personnes âgées d'une manière sournoise, du temps plein au temps partiel, pour remplacer par des jeunes. Je vais parler d'une expérience personnelle. Après un moment d'absence plus longue qui s'est produite par un accident de travail qui n'a pas été reconnu parce qu'on ne s'en est pas aperçu tout de suite, on a proposé un temps partiel, un mi-temps, mais en l'obligeant comme mi-temps volontaire et ou bien en demandant de quitter l'emploi pour en trouver un autre, ce qui me supprimait, bien entendu, mon ancienneté, ou bien alors, si vous n'acceptez pas le mi-temps volontaire, je vous mets en invalidité, ce qui ne me permettait plus de rechercher un emploi. Alors ça, ce sont des choses pratiques dont vous n'avez pas parlé et devant lesquelles certaines personnes ne sont pas armées ou sont vraiment mises devant le fait accompli tout en étant vraiment tout en étant désemparées. Voilà. Peut-être, à défaut de coller avec votre réalité, mon propos c'est de dire attention, quantité de gens de plus de 50 ans font face à des employeurs réticents, voire des employeurs sournois. Maintenant, dans votre témoignage, il y a une chose qui m'intéresse, donc je suis un peu opportuniste. Vous travaillez dans le secteur non marchand et on pourrait donc parler du secteur non marchand et du secteur public de façon générale. Mon propos est centré sur le monde de l'entreprise capitaliste. Est-ce que dès lors qu'on va vers le secteur marchand et le secteur public au sens large, est-ce que la problématique dont on parle ici s'estompe ou disparaît? On pourrait se dire que dans le secteur public, dès lors que les décideurs, les politiques, ont pris la décision qu'il fallait travailler plus longtemps, mécaniquement, la question du prolongement des carrières dans les emplois historiques va être réglée. Je veux dire, c'est paraît simple. Dans une économie décentralisée où on a une impérative, on a un jeu concurrentiel, on a un objectif de rentabilité, on se dit que là, la situation est beaucoup plus précaire. Je ne suis pas convaincu. Je pense que les barrières à l'emploi passé 50 ans, dans le secteur non marchand et dans le secteur public, sont potentiellement tout aussi importantes. Et prenez la situation où vous faites face à un gestionnaire du non marchand qui a un budget donné, son subside. Ça vaut 100. Il fait face à une main-d'œuvre dont le coût est indexé sur l'âge moyen. Parce qu'il y a une grille barémique qui fait monter le coût, le salaire.
que va faire ce gestionnaire si son enveloppe est 100? Il va faire avec 100 et il va être tenté, sournoisement peut-être, il va être tenté de rentrer dans son enveloppe budgétaire. Alors pire, si pour des raisons de contrainte du financement public, crise des finances publiques, on lui rabote son subside et on le met à 95, de nouveau, que va-t-il être tenté de faire? Je pense que dans un certain nombre de segments du secteur public et du secteur non marchand, la gestion en référence quasi exclusive au coût salarial est à la limite plus forte que dans le secteur privé. Pour le dire autrement, dans le secteur privé, vous pouvez toujours entrer en négociation avec votre employeur et dire, écoutez, on va arranger les choses du côté de la productivité. Et l'employeur va entendre ça. Si effectivement vous parvenez à avoir des gains de productivité de 5% par an plutôt que 2% par an, lui il va vous dire, je ne touche pas au coût et à l'emploi, et je vais rémunérer mes actionnaires par les gains de productivité. Dans le secteur non marchand, la notion de productivité elle est beaucoup plus compliquée à définir et à pratiquer. Donc vous vous retrouvez souvent face à du coût, et encore du coût, et toujours du coût. Vous existez aux yeux du gestionnaire comme un centre de coût. Et il est fonction de l'âge. Donc je m'attends, dans un certain nombre de secteurs du non-marchand, enfin écoutez, on va dire les choses clairement, à l'UCL, pour des raisons d'économie. Il fut un temps pas tellement lointain où on appelait les gens systématiquement à 50-50 pour essayer de les inviter à partir, parce qu'il était moins coûteux d'avoir des profs plus jeunes. Parce que ça s'est fait dans toutes les universités de la Fédération au niveau Bruxelles. Maintenant, c'est plus compliqué parce qu'en fait, les régimes de retraite ne sont plus accessibles. Pour rentrer dans son enveloppe budgétaire, l'UCL et les autres universités utilisaient. Donc, aux yeux du gestionnaire de l'UCL, vous existez, mais en tant que coût qui augmente avec votre ancienneté. Cet effet-là est fort, à mon avis, dans pas mal de secteurs du non-marchand. Donc, j'invite à ne pas trop penser que les questions dont on parle ici sont des questions spécifiques au secteur privé capitaliste. Ça peut être très dur aussi dans le secteur non-marchand. Je voudrais réagir aussi dans l'enquête, ce qui répond peut-être à ce que M. Vandenberg vient de dire, mais donc dans l'enquête Ipsos, là, donc sur les stéréotypes et les préjugés, on voit que dans le secteur des soins, etc., il y a des stéréotypes très forts sur un peu un conflit de génération. Justement, donc ça montre bien aussi que dans le non-marchand, on retrouve des phénomènes difficiles. Un autre cas, si tu le dis pas, je le dis, tu compléteras, c'est le problème de la législation antidiscrimination quand elle est prise au niveau individuel. C'est qu'il faut établir des preuves, et parfois c'est très compliqué, puisque l'employeur peut être sournois, c'est-à-dire qu'il peut contourner. Et que donc il faut impérativement, quand on s'occupe de discrimination, aussi regarder les aspects structurels. Et je pense qu'aujourd'hui, un des messages les plus importants, c'est on parle énormément il faut, comme disait M. Vandenberg, augmenter l'offre d'emploi des travailleurs plus âgés. Mais l'idée qu'il faut que la demande d'emploi évolue de la même façon et qu'il faut rendre ça praticable, on ne la retrouve pas dans les débats, on n'en parle pas dans la presse, etc. Donc je pense qu'il faut en parler, il faut en parler aussi au niveau du dialogue social et tout ça. Alors, dans les milieux libéraux, on n'en parle pas avec un implicite qui est il n'y a qu'à augmenter l'offre de travail âgé et la demande suivra. Et ça, si vous voulez, même dans un univers néoclassique, ça suppose par exemple que les salaires soient parfaitement flexibles et que, oui, effectivement, si vous perdez votre job à 50 ans, il existe bien un salaire plus bas auquel vous retrouverez du boulot. Mais bon, alors il faut être complet. Le présupposé, c'est que le salaire doit ou même peut baisser. Je pense que dans un certain nombre de situations, en fait, les conventions sont telles que le salaire ne peut pas baisser. Vous devez changer de secteur. C'est au sein du secteur dans lequel vous êtes, il n'est pas prévu. Et puis évidemment, on se dit, oui, mais si vous étiez avec un barème qui croissait mécaniquement à l'ancienneté, vous sortez à 55 ans d'une
une entreprise comme Ford Genk, vous êtes très très haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 55 ans, hormis le coût psychologique, en plus du coût psychologique qui fait que vous devez changer de boulot, retrouver du boulot, vous devez encaisser une baisse de salaire qui peut être relativement importante. Si vous aviez acquis de l'expérience spécifique à un atelier de tôlerie dans le monde de l'industrie automobile, quelles sont les chances que vous avez d'emporter cette expertise, cette compétence si par exemple vous retrouvez du boulot dans le monde de l'hôtellerie à Bruxelles. Donc ça peut être très très dur, les reconversions. Et donc je pense qu'il faut de nouveau, il faut faire de l'ingénierie sociale pour éviter que les gens ne souffrent de trop ou se retrouvent au chômage ou dans des dispositifs pour lesquels l'objectif originel n'était pas de les accueillir. Par exemple, des dispositifs de congé de maladie de longue durée. Bonjour. Je voudrais vous, à propos de la discrimination, je ne suis pas d'ici, je viens d'un pays de la communauté européenne. À partir du mois mai, je cherche un travail ici. Qu'est-ce que j'avais rencontré dans le marché des employeurs? Je suis inscrite chez Actiris, mais regrettablement, je dois vous dire que à partir de là, sont de discrimination. Je parle trois langues. Je parle français, allemand et anglais. Mais quand tu as trouvé un poste de travail, le consultant te demande s'il n'existe pas la condition dans l'offre de l'emploi de parler néerlandais. Le consultant te va demander, tu parles néerlandais? J'avais dit non, regrettablement. Qu'est-ce que je crois? C'est que il doit exister peut-être un bureau à laquelle tu dois signaler et définir les règles pour la discrimination. Ça peut être peut-être important pour les employeurs de le bureau de recrutement, par exemple. Parce que quelqu'un doit signaler quelque chose. Quelles sont les preuves que tu peux apprendre? Alors, donc, en quelles conditions tu peux signaler quelque chose? Bon, d'abord, je pense que il y a des gens, je pense, d'Actiris dans la salle qui pourraient répondre, en tout cas, à la question à la pause tout à l'heure, sans doute de manière plus précise concernant la situation à Actiris. Alors moi, ce que j'entends dans votre question, c'est vraiment la demande de savoir, bon, qu'est-ce que les particuliers peuvent faire quand ils sont discriminés? Et puis derrière ça, comment est-ce que les employeurs sont informés du fait qu'ils ne peuvent pas discriminer? Et donc, je pense que il y a effectivement, au niveau du Centre pour l'égalité des chances, il y a des sites, il y a un site internet, il y a une possibilité de s'informer sur les discriminations via internet, il y a des possibilités de prendre rendez-vous, il y a des possibilités aussi de demander une rencontre avec des collaborateurs par rapport à une situation précise et de voir si cette situation est ou non une situation discriminatoire. Et puis par ailleurs, je pense qu'il y a certainement au centre, mais il y a toute une série d'autres organismes qui informent aussi les employeurs de l'existence des législations antidiscrimination. Je pense que par rapport à Actiris spécifiquement, le centre a une convention de collaboration aussi avec Actiris par rapport justement à la question de la lutte contre les discriminations. Et donc, c'est un travail qui est en cours maintenant. Concernant votre situation individuelle, je pense vraiment que c'est une situation à laquelle il faut se référer individuellement, soit au centre, soit à la cellule antidiscrimination d'Actiris, parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont compétentes pour recevoir aussi une série de signalements chez Actiris. Donc voilà, je ne peux pas vous donner d'autres réponses ici, sans rentrer dans des détails très précis, mais qu'on pourrait aborder à la pause. Voilà. Bonjour.
En fait, moi, je voulais juste poser la question. Donc, j'ai des amis autour de moi, mais surtout donc, des Martiniquais et des Réunionnais. Ils ont, pour certains, dépassé les 55 ans et ils ont été donc se présenter. Donc, quand ils ont envoyé leur CV, évidemment, on les a répondu comme quoi que effectivement leur candidature a été retenue. Et arrivé donc, pour pas les citer, donc il y a Star People. Arrivé là-bas, donc on leur posait donc de passer un test psychologique. Alors donc, d'après donc ce que j'ai comme information, la jeune femme qui était en charge justement de faire passer ce test, c'était une Flamande. En plus de ça, lui, il a dû intervenir pour expliquer certaines choses parce que la jeune femme n'était pas tout à fait bilingue. Et quand il a répondu à un certain nombre de questions, donc d'entrée de jeu, on lui a demandé la catégorie d'âge, donc il s'est mis plus de 55 ans. Et bon, il a fait le test, on est venu le voir, et on lui a dit comme ça, donc nous sommes au regret qu'il n'a pas réussi, et qu'il ne pouvait plus postuler, il fallait attendre un an pour pouvoir postuler de nouveau. Alors donc je me demande pour quelle raison, est-ce que ce type de préjugé, stéréotype, est-ce que vous avez déjà, vous prenez ça aussi en compte, est-ce que vous êtes tombé déjà là-dessus? Oui, donc je pense que la situation que vous expliquez sont des situations effectivement qu'on rencontre régulièrement. Alors peut-être il faut quand même faire le départ. Donc c'est vrai qu'il y a 19 critères de discrimination, mais que les législations antidiscrimination n'ont pas vocation à empêcher un employeur d'évaluer les compétences d'un travailleur, en ce compris des compétences en matière de langue. Donc ça veut dire que, quelque part, ce que l'employeur ne peut pas faire, c'est refuser d'engager une personne à cause du fait qu'il a, par exemple, un handicap ou qu'il a un certain âge. Et donc, comme le disait Bruno, à partir du moment où une personne a passé un examen et où il s'avère qu'elle n'a pas réussi cet examen, mais que elle estime que c'est le fait, par exemple, dans le cas que vous expliquez, c'est le fait qu'elle avait plus de 45 ans qui fait qu'elle n'a pas réussi cet examen, qu'elle a été évaluée sur son âge, on tombe évidemment dans la question de la preuve. Alors juridiquement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que quand le législateur a adopté la loi de 2007 en matière de lutte contre la discrimination, il a adopté une facilité au niveau de la preuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où on invoque le fait qu'on a été discriminé, par exemple dans le cadre d'une recherche de travail ou dans le cadre d'un examen de recrutement, si on amène devant le magistrat qui va éventuellement, si on a un recours en justice, si on amène certains éléments qui vont permettre au magistrat de présumer qu'il y a eu une discrimination, par exemple le fait qu'il a dû remplir un questionnaire avec sa catégorie d'âge en indiquant d'emblée sa catégorie d'âge, le magistrat qui traite le dossier pourrait très bien imaginer que oui, ça c'est un indice qui obligera alors l'employeur à prouver que c'est sur base d'autres éléments qu'il n'a pas recruté le travailleur. Mais là on est dans une hypothèse où effectivement la personne a introduit une plainte et où la plainte est arrivé devant un tribunal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe très concrètement par rapport à ces situations-là? À partir du moment où les personnes viennent déposer plainte au Centre pour l'égalité des chances et où il n'y a pas d'éléments de preuve spécifiques, le centre va interpeller l'employeur en demandant, mais tiens, telle personne a présenté un examen et effectivement, il apparaît qu'elle n'a pas satisfait, mais elle a dû remplir un questionnaire dans lequel elle a dû mentionner son âge. Comment est-ce que vous justifiez ça? Et si l'employeur ne peut pas justifier, alors à ce moment-là, le centre peut envisager d'entamer des poursuites judiciaires par rapport à l'âge. Mais donc, oui, on rencontre ce type de situation. Maintenant, la difficulté, comme le disait Bruno, en matière de lutte contre les discriminations, c'est qu'on est dans des situations individuelles, avec des critères spécifiques, avec un contexte individuel, et que une personne, même de 55 ans, qui postule pour un emploi, ne peut très bien ne pas avoir les compétences et échouer effectivement en termes de compétences par rapport à la qualification qui est demandée. Donc, c'est pas avoir 45 ans et plus qui est un passe-droit
comme ce n'est pas le fait d'être une femme, d'avoir un handicap, d'être homosexuel ou d'être d'origine étrangère qui est un passe-droit. Donc je pense qu'il faut garder la mesure aussi en se disant effectivement c'est toujours en termes de compétences qu'il faut évaluer le fait que la personne a ou non satisfait à l'examen. Voilà. Voilà, bonjour. J'aimerais savoir un peu les dispositions prises pour éviter ici de faire tourner bien souvent les personnes qui sont dans les conditions des critères. Hein. Je ne vais pas entrer dans les débats là-dessus. On peut s'imaginer donc avec les 19, hein, donc ici dans le cas qui nous concerne, pour les personnes de plus de 45 ans, il s'avère que au niveau de la Belgique, donc il faut que les gens fassent des formations, qu'ils fassent des recherches d'emploi, et il arrive parfois que cet exercice-là vous prenne plus que 8 heures par jour, dans le sens où vous devez aller parfois à gauche, à droite, répondre à des interviews d'engagement. Alors, juste la question, c'est celle-ci. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour éviter justement de faire tourner les gens qui sont dans ces conditions-là, parce qu'on sait très bien que la plupart du temps, ça n'aboutit pas à un emploi. Merci. Monsieur, je pense, si vous permettez, la question que vous posez est bien sûr intéressante, mais elle ne relève pas des discriminations liées à l'âge. C'est le fait que les demandeurs d'emploi, les chercheurs d'emploi, doivent produire un certain nombre d'éléments. Et ça, vous devez voir avec l'organisme Actiris ou le Forum, si vous estimez qu'il y a des problèmes, ou avec le même, s'il y a des éléments que vous estimez injustes, mais ça ne relève absolument pas des discriminations liées à l'âge, que vous ayez moins de 45 ans ou plus de 45 ans, la question que vous posez est la même. Ce n'est pas une question de discrimination par rapport à l'âge, c'est une question de dire, est-ce que on vous demande des choses inacceptables par rapport à la recherche d'emploi. Donc c'est un autre élément qui aurait lieu discuter avec les représentants de l'ANED. Excusez-moi si je peux réagir, peut-être que j'ai mal compris, mais à partir du moment où ces personnes de plus de 45 ans ont moins de possibilités, on l'a prouvé par les chiffres, de retrouver de l'emploi, ils sont quand même plus susceptibles d'être dans cette suractivation. Justement, on leur demande d'être de plus en plus actifs. Alors peut-être je me trompe, peut-être que je connais mal le sujet, mais est-ce que vous pourriez peut-être réagir? Non, la question n'est pas de dire que c'est pas parce qu'il y a plus de demandeurs d'emploi d'une certaine catégorie qu'on doit leur demander de faire plus d'efforts pour trouver un emploi. Il n'y a pas un lien direct entre les deux. C'est deux éléments totalement différents. Il y a une demande qui existe, hein, je n'ai pas de jugement par rapport à ça, de dire qu'il faut justifier, dans quelques catégories qu'on soit, on doit justifier une recherche d'emploi. Mais cette recherche d'emploi, il y a une nécessité de prouver ces éléments-là, mais pas d'obtenir un résultat d'abord, et on ne demande pas une quantité, donc c'est pas l'aspect quantité, quel que soit l'âge. Donc ces éléments-là n'interviennent pas par rapport à un élément de discrimination, et il pourrait y avoir qu'un demandeur d'emploi ou 1 million. L'élément est le même, c'est qu'il y a un élément de justification qui doit être apporté. Encore une fois, tu as raison. Mais donc c'est pas une question de discrimination par rapport à l'âge. Oui, mais j'ai quand même l'impression que ce que monsieur veut dire, c'est qu'en réalité, on oblige les plus de 45 ans à jouer un jeu auquel ils ne peuvent pas gagner. C'est ça. Il y a un élément. Autre chose, c'est de dire, mais là, c'est de nouveau, c'est pas un élément de discrimination par rapport à l'âge. Il y a certaines régions de Belgique où court-trait, ou positivement, le nombre de demandeurs d'emploi est extrêmement faible. Et donc on peut reprocher à ce moment-là à quelqu'un qui n'a pas un problème particulier de ne pas trouver un emploi parce qu'il doit chercher. Et à contrario, il y a certains endroits de Belgique
où il y a une offre d'emploi extrêmement limitée par rapport au nombre de demandeurs d'emploi. Et donc, chercher de l'emploi est un élément qui, trouver de l'emploi est un élément qui est beaucoup plus difficile dans certaines régions que d'autres. Et ce n'est pas un élément lié aux discriminations par rapport à l'âge. C'est un élément tout à fait autre. Il y a des éléments de variation en fonction d'un ensemble de critères, et notamment de localité. Je ne suis pas juriste, donc mais je pense qu'effectivement, l'enjeu n'est pas la discrimination. Par contre, d'un point de vue du marché du travail, il me semble qu'il y a deux éléments effectivement qu'il faut avoir en tête. Un, historiquement, on a fonctionné avec des systèmes de dispense de recherche d'emploi pour les chômeurs de plus d'un certain âge. Et je pense que cet héritage historique, en quelque sorte, continue d'affecter la manière dont les choses se passent dans les bureaux de placement ou les bureaux d'aide à la recherche d'emploi. Donc je suspecte qu'il y a encore un certain nombre de professionnels de l'aide à l'emploi ou de la recherche d'emploi qui sont un peu moins mobilisés, un peu moins disponibles quand ils voient arriver une personne de plus de 45 ou de 50 ans que quand ils voient arriver un jeune. Bon. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, quand on regarde les statistiques sur la durée passée au chômage, elle est très fonction de l'âge, c'est-à-dire que les personnes de plus de 50 ans mettent 2 à 3 fois plus de temps à retrouver un boulot que les personnes de 30 ans, à caractéristiques identiques, c'est-à-dire en gros à un niveau d'un genre, un diplôme et un secteur professionnel donné. Donc si vous mettez les deux ensemble, et si vous essayez de formuler une recommandation politique, peut-être qu'il faut effectivement, s'assurer que les bureaux de placement ont bien changé de mentalité, et deux, qu'ils soient suffisamment outillés, équipés et financés pour mieux aider ceux qui connaissent des épisodes de chômage plus longs, qui se trouvent être notamment, pas exclusivement, les personnes de plus de 50 ans. Donc je pense qu'il y a un regard critique à poser sur la manière dont fonctionne l'aide à la recherche d'emploi, nous, compte tenu de l'héritage et de cette réalité statistique qui est que, après 50 ans, les épisodes de chômage sont plus longs. Encore une question? Oui, la dernière peut-être, et ensuite nous irons déjeuner. Deux questions. Encore eu la possibilité. Alors, peut-être madame d'abord. Bonjour. On a beaucoup parlé de discrimination à juste titre. J'aimerais savoir si des études ont été menées sur un phénomène qui en est la conséquence, c'est l'autodiscrimination. Nous venons de terminer une étude sur le sujet qui va paraître par la Fondation Roi-Baudouin à la rentrée, sur l'autodiscrimination, mais justement notre étude met en évidence le fait que c'est une mauvaise expression qui culpabilise les personnes concernées, alors qu'il s'agit plutôt d'une intériorisation de la discrimination. Et l'étude va porter sur l'intériorisation de la discrimination pour les personnes immigrées. Et ça sort. Oui, alors l'autodiscrimination ou l'intériorisation de la discrimination, c'est le fait que les personnes elles-mêmes se limitent à présenter leur candidature à certains postes en estimant que de toute façon, elles ne seront pas reprises. Et donc c'est un phénomène qui existe pour plusieurs catégories de population. Et en fait, il y a eu relativement peu d'études qui ont été faites à ce sujet, et nous en publions la Fondation Roi-Baudouin publie une étude que nous venons de terminer sur le sujet, sur les populations immigrées. Donc vous la trouverez à la rentrée, à la Fondation Roi-Baudouin. Donc ce ne sera pas une étude liée à l'âge, l'autodiscrimination? Non, mais c'est sur le phénomène de l'intériorisation de la discrimination, et encore une fois, nous avons pu voir, mais je ne vais pas entrer dans les détails, ça prendrait vraiment beaucoup plus de temps, que c'est un phénomène classique lié à l'ensemble des stéréotypes qui sont intégrés par les personnes concernées, quelle que soit la catégorie. Espace Senior pourra s'inspirer pour une prochaine étude. Oui, bonjour. En fait, je suis venue ici via Actiris, puisqu'on nous a distribué l'information de la journée. Et donc, je voulais savoir s'il y avait un secteur qui était encore
très très ouvert aux plus de 45 ans. Il faut le demander à Actiris, eux ont les statistiques par rapport à ça. Stéphane Tey, c'était là tout à l'heure de l'Observatoire de l'emploi, vous pouvez aller auprès de lui. Et donc, c'est pas pour refuser votre question, mais clairement, il y a des analyses qui sont faites, notamment à l'Observatoire de Bruxelles, dirigées remarquablement par le non moins remarquable Stéphane Tey. Ça ne répond pas à votre question en termes de secteur, mais rappelez-vous une de médias. La bonne nouvelle, c'est que le taux d'emploi, depuis 1990, le taux d'emploi augmente régulièrement pour les plus de 50 ans en Belgique. Donc on a un retard historique par rapport à les pays nordiques qui est important, mais qui subsiste. Mais le taux d'emploi augmente. C'est un niveau très engagé. Ça ne dit pas ce que ressentent les gens, dans quel secteur ça se passe, mais globalement, ça se passe. Voilà. De toute façon, c'est pas impossible. Il faut peut-être aussi se méfier d'une espèce de sinistrose qui consisterait à dire que c'est à laquelle peut-être je contribue en disant attention, la demande ne suit pas, mais globalement, quand même, on démontre, même en Belgique, le taux d'emploi de 50 ans peut augmenter. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que la crise de 2008, il est clair qu'elle a très fortement affecté les jeunes, n'a pas affecté outre mesure les plus de 50 ans. Et ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté parce que lors des récessions précédentes en Europe, les deux groupes qui avaient beaucoup souffert, c'était les jeunes et les plus de 50 ans. Ici, on va dire, il y a un groupe qui est relativement épargné, c'est le groupe des plus de 50 ans.